Depuis le début de mes recherches, une conviction ne m'a jamais quitté. L'esprit humain est bien plus vaste que ce que l'on nous a enseigné. J'ai vu des hommes et des femmes se transformer en découvrant qu'ils pouvaient créer, guérir et orienter leur destin simplement en fermant les yeux et en dirigeant leur attention. Ce n'est pas de la magie, ni un don réservé à quelques élus, mais une faculté naturelle que chacun porte en lui. Mon rôle, tel que je l'ai compris, fut d'ouvrir cette porte et de montrer qu'elle existait. Quand je parle de regard élevé, de respiration consciente, de visualisation ou de programmation, ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils pratiques que j'ai expérimentés avec des milliers de personnes. Je sais combien il est difficile de croire en une puissance invisible, mais je sais aussi que l'expérience directe change tout. Et c'est cette expérience que je veux partager avec vous, pas seulement comme un enseignement, mais comme une invitation à entrer dans ce voyage intérieur qui peut bouleverser une vie entière. Depuis toujours, j'ai cherché à démontrer que les mécanismes de l'esprit ne sont pas un mystère réservé aux initiés, mais une réalité observable. Le regard élevé, yeux par exemple, n'a rien de magique. En orientant légèrement les yeux vers le haut, même paupières closes, le cerveau reçoit comme un signal discret, ralentis, détends-toi, change de rythme. C'est ce basculement subtil qui fait passer les ondes cérébrales de l'agitation du niveau bêta vers la clarté tranquille du niveau alpha. J'ai souvent comparé ce geste à un interrupteur caché en chacun de nous, capable d'ouvrir la porte d'un état intérieur plus calme et plus créatif. Un jour, lors d'un séminaire, j'ai demandé à un étudiant stressé de tenter cette technique. Il ferma doucement les yeux, leva le regard au-dessus de l'horizontale, et en moins d'une minute, son souffle se calma. Sa posture changea, et il confia ressentir comme une bulle de silence l'envahir. Ce n'était pas une suggestion, mais un phénomène physiologique clair. Le cerveau, invité par le regard, réduisait son activité excessive. Voilà pourquoi je parle de science et non de superstition. Les preuves étaient devant nous, vivantes, palpables. En réalité, la force de ce petit geste réside dans sa simplicité. Nous croyons souvent que pour atteindre un état profond de conscience, il faut des rituels compliqués, des heures d'entraînement ou des outils sophistiqués. Eh bien non. Ici, un simple ajustement du regard suffit. Cela me rappelle une vieille expression française. Gai, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. En orientant légèrement les yeux, on enclenche une cascade de transformations intérieures dont l'ampleur dépasse notre imagination. Beaucoup se demandent, pourquoi le regard et non la respiration ou un mantra? La réponse est simple, parce que le corps entier réagit à la position des yeux. Les neurosciences l'ont confirmé bien après mes découvertes. Les centres de vigilance et de repos du cerveau sont directement influencés par le mouvement oculaire. Lorsque le regard monte, c'est comme si l'esprit recevait la permission de lâcher prise. C'est une clé qui ouvre une porte biologique déjà inscrite dans notre nature. Et croyez-moi, une fois qu'on a la clé, on ne veut plus la perdre. Un autre exemple concret. J'ai guidé une mère de famille épuisée par le travail et les soucis quotidiens. Elle croyait ne pas être capable de méditer comme les autres. Mais quand je lui ai proposé ce simple exercice du regard, elle a découvert en quelques instants un état de calme qu'elle pensait inaccessible. Elle riait presque incrédule en disant « Égé, c'est trop facile pour être vrai, yo !» Et pourtant c'était bien réel. Ce que cette femme vivait était le fruit d'un mécanisme naturel, et non d'un effort forcé. Je n'ai cessé de répéter à mes élèves que l'esprit humain adore la simplicité. Trop de complications bloquent le processus, trop d'efforts créent des tensions. Le regard élevé, lui, ne demande qu'un minimum d'intention. On ferme les yeux, on lève doucement le regard, et le cerveau fait le reste. C'est comme si la nature avait prévu une fonction automatique pour nous aider à retrouver le calme, mais que personne ne nous avait appris à l'utiliser. Une fonction cachée, mais toujours disponible. Ce qui me fascine le plus, c'est que ce geste agit aussi comme un signal universel. Peu importe l'âge, la culture ou l'expérience, tout le monde peut l'appliquer. J'ai vu des enfants s'en servir avant un examen, des adultes avant une réunion importante, et même des personnes âgées pour apaiser leurs insomnies. Chacun trouvait dans ce petit mouvement un chemin vers sa propre sérénité. Et je leur rappelais toujours, Gai, ce n'est pas moi qui fais le miracle, c'est votre cerveau qui se rappelle comment fonctionner naturellement, yo. Ainsi, le regard élevé n'est pas une invention sortie de nulle part, mais une découverte ancrée dans la physiologie humaine. Ce n'est que le premier pas, une sorte de préambule vers un état plus vaste, le niveau alpha. Car une fois cette porte franchie, d'autres horizons s'ouvrent. Respiration, visualisation, programmation mentale. Mais tout commence par ce geste discret,
ce petit levier qui change tout. Et lorsque vous l'expérimentez, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'une technique isolée, mais bien d'un passage vers quelque chose de plus profond. Depuis le début, j'ai insisté sur une vérité simple. La transformation intérieure n'a pas besoin d'outils compliqués. Le Haguo au regard élevé en est la preuve vivante. Il suffit de fermer les yeux, de lever légèrement le regard, et voilà, le cerveau reçoit le message qu'il est temps de ralentir. Pas besoin d'encens, pas besoin de longues heures de méditation. Un geste minimal, mais un effet maximal. Et le plus beau, c'est que n'importe qui peut le faire, sans distinction d'âge ou de condition. Je me souviens d'un jeune étudiant qui, au départ, se plaignait de ne pas réussir à calmer ses pensées. Je lui ai montré cette technique, et à sa grande surprise, en quelques secondes, son agitation intérieure s'était apaisée. Il riait presque en disant « Argo, c'est tout, juste lever les yeux !» Oui, c'était tout, et pourtant le résultat était indéniable. Parfois, nous compliquons tellement les choses que nous oublions que le génie se cache dans la simplicité. Ce qui rend cette pratique universelle, c'est sa neutralité. Elle n'exige pas d'adhésion à une croyance particulière, ni de suivre un maître. Elle peut être pratiquée partout, dans une salle de classe, au bureau, même dans les transports en commun. J'ai vu des hommes d'affaires l'utiliser avant de prendre une décision importante, et des enfants l'employer pour calmer leur nervosité avant un examen. C'est une ressource que chacun porte en soi. Et quelle élégance dans cette accessibilité! Pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Un coin tranquille, 1 minute de disponibilité, et déjà l'expérience commence. Imaginez, vous êtes dans un couloir bruyant, le cœur battant trop vite avant une réunion décisive. Fermez les yeux, levez légèrement le regard. Et soudain, un calme inattendu s'installe. Voilà la magie de cette simplicité. Elle agit même dans les contextes les plus banals. J'ai souvent dit que cette technique est comme une poignée de porte invisible. Vous pouvez l'ignorer toute votre vie, mais elle est là, prête à être utilisée. Quand vous la saisissez, vous réalisez que le seuil vers la tranquillité n'est pas loin ni difficile à atteindre. Beaucoup de mes étudiants m'ont confié avoir adopté ce réflexe dans leur quotidien, comme on met une clé dans une poche. Toujours disponible, toujours efficace. Il est vrai qu'au premier abord certains doutent, et qui est trop simple pour être vrai, me disent-ils. Mais après l'avoir essayé, leurs propres résultats deviennent la preuve. Le scepticisme se transforme en conviction. Et là, ils comprennent que la puissance du mental n'a pas besoin d'artifice. C'est comme découvrir que sous vos pieds, vous aviez déjà une source intarissable d'eau claire, et qu'il suffisait d'un petit geste pour l'atteindre. Ce caractère accessible à tous est à mes yeux une révolution silencieuse. Car s'il est possible de déclencher en quelques secondes un état de détente consciente, cela signifie que chacun peut prendre en main son équilibre intérieur. Pas de dépendance, pas de coup, pas de hiérarchie spirituelle. Juste un geste simple, une expérience directe, une liberté intérieure à la portée de tous. Et quand mes élèves me demandent « Ah game, mais ensuite, que se passe-t-il ?» Car la beauté de cette technique est qu'elle n'est pas une fin, mais un commencement. Ce petit mouvement de regard n'est que la première marche d'un escalier plus vaste. Derrière lui se cachent d'autres expériences, des changements physiologiques profonds, une paix de l'esprit durable et des découvertes encore plus étonnantes. Au fil des années, j'ai observé les effets presque immédiats que le Hagué regard élevé, haut, provoque sur le corps et l'esprit. Les témoignages de mes élèves se ressemblaient. Respiration plus ample, rythme cardiaque qui se régule et une sensation de paix intérieure qui s'installe. Ce n'était pas une illusion collective, mais une réponse physiologique. Le système nerveux, apaisé par la baisse de l'activité cérébrale, retrouvait son équilibre naturel. Et chaque fois que je voyais ce phénomène, je savais que nous touchions quelque chose de fondamental. Je me rappelle d'un cadre épuisé, venu à mes séminaires, avec une fatigue chronique. Après quelques minutes de pratique, il m'avoua ressentir une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Son visage s'était détendu, ses épaules aussi. « Wage, c'est incroyable, me dit-il. Aga, comme si mon corps entier avait compris que je pouvais enfin respirer. Voilà la puissance de ce petit ajustement du regard. Un simple geste libère des tensions accumulées depuis longtemps. D'autres constataient que leur esprit devenait plus clair. Les pensées, jusque-là dispersées, commençaient à s'organiser. C'était comme si une tempête intérieure laissait place à un ciel dégagé. Une étudiante me confia un jour. « Agé, c'est la première fois que j'arrive à étudier, sans sentir ce chaos mental. Rien n'avait changé dans son environnement, mais à l'intérieur, une harmonie s'était installée.
J'ai toujours insisté sur ce point. Le corps et l'esprit ne sont pas deux réalités séparées. Quand le mental ralentit, le corps suit. Quand le corps s'apaise, l'esprit s'ouvre. Le yoga au regard élevé, Yue agit comme un chef d'orchestre silencieux, rétablissant une symphonie intérieure. C'est ce que nous appelons l'état alpha, un espace où tout fonctionne en meilleure cohérence, où l'être entier respire dans le même rythme. Parfois, les effets se manifestent de manière subtile mais durable. Une mère de famille m'a confié que depuis qu'elle utilisait cette pratique, ses nuits étaient plus calmes. Moins d'insomnie, moins de réveils brusques. Le simple fait d'apaiser son esprit avant de dormir lui ouvrait la porte d'un sommeil réparateur. Ce sont ces détails du quotidien qui démontrent la portée de cette technique. Pas besoin de résultats spectaculaires. Les petites améliorations changent déjà une vie. Bien sûr, certains me demandaient « Ah, et si ça ne marche pas sur moi ?» Je leur répondais que l'effet n'est pas toujours spectaculaire dès la première fois. Comme un muscle qui se renforce avec l'entraînement, le mental apprend peu à peu à se synchroniser. Mais les signes sont là. Une respiration qui s'approfondit, un cœur qui se calme, une pensée qui ralentit. C'est la preuve que le mécanisme est enclenché. Avec l'expérience, j'ai compris que cet équilibre retrouvé n'est pas seulement une détente passagère. Il ouvre la voie à une nouvelle manière de vivre son quotidien. Moins de stress, plus de clarté, une meilleure capacité de décision. C'est un cercle vertueux. Plus le corps se relâche, plus l'esprit devient lucide, et plus la vie entière gagne en fluidité. Et chaque fois que mes étudiants s'émerveillaient de ces résultats, je leur disais « Ok, ce n'est que le début, oh !» Car ces effets physiologiques et psychologiques ne sont qu'une porte d'entrée. Derrière elles se cache un outil encore plus fascinant, la possibilité de projeter ses pensées sur une surface intérieure, une étoile mentale qui permet de donner forme à ses idées les plus profondes. Lorsque j'ai introduit la notion de étoile mentale, beaucoup ont d'abord pensé à une métaphore poétique. Mais non, je parlais d'un outil concret, d'un espace intérieur où l'esprit pouvait se concentrer. Les yeux fermés, le regard légèrement dirigé vers le haut, une surface imaginaire se dessine au-dessus de l'horizontale. C'est là que je demandais à mes élèves de projeter leurs images, leurs symboles, leurs désirs. Cette toile devenait un écran intérieur, clair et stable, où la pensée se transformait en force créatrice. Je me souviens d'un étudiant qui avait du mal à se visualiser réussir un examen. Je lui ai proposé d'utiliser la toile mentale. D'abord, il voyait seulement une ombre floue. Mais à mesure qu'il répétait l'exercice, son image devenait plus nette. Il se voyait assis, concentré, écrivant avec assurance. Peu à peu, son anxiété diminuait, remplacée par une confiance nouvelle. Voilà la puissance de cet écran intérieur. Il organise l'imagination et la met au service du succès. Cette toile n'est pas un simple décor intérieur. Elle agit comme un point focal, réduisant les distractions mentales. Au lieu de se perdre dans 1000 pensées, l'esprit se concentre sur une seule image. Et ce phénomène a une conséquence directe. La pensée devient plus claire, plus dirigée. J'ai souvent comparé cela à l'effet d'une loupe qui concentre la lumière du soleil. Le rayon devient assez puissant pour allumer un feu. De la même manière, une pensée focalisée peut transformer la réalité. Certains élèves me demandaient « Ah, gars, mais pourquoi imaginer sur cette toile et non ailleurs ?» Oh, la raison est simple. L'esprit adore les repères. En fixant un espace précis au-dessus de l'horizontale, nous donnons au cerveau un cadre stable. C'est comme accrocher un tableau sur un mur blanc. Il devient impossible de l'ignorer. La toile mentale structure l'expérience intérieure et rend la visualisation plus tangible, plus efficace. J'ai vu des personnes utiliser cette technique pour des objectifs très variés. Un sportif visualisait ses mouvements parfaits avant une compétition. Une femme projetait son image en pleine santé pendant une convalescence. Un entrepreneur y dessinait mentalement les étapes de son projet. Tous utilisaient la même toile, mais chacun y déposait ses propres images. Et tous découvraient que leur esprit réagissait en conséquence, comme si ces images devenaient déjà des réalités possibles. Au fond, cette toile est comme une scène de théâtre intérieur. Nous en sommes à la fois l'acteur, le metteur en scène et le spectateur. En y projetant nos images, nous écrivons le scénario de notre vie. Et l'esprit subconscient, qui ne distingue pas clairement le réel de l'imaginaire, enregistre ces scènes comme des vérités. C'est là que commence la magie du processus. La pensée cesse d'être une abstraction pour devenir une graine de transformation. Un jour, une élève m'a dit « Ah bah, j'ai enfin compris. Ce n'est pas moi qui dois courir derrière mes désirs, c'est moi qui dois les peindre sur cette toile. Oh. » Elle avait raison.
la toile mentale n'est pas un jeu d'imagination futile. C'est un instrument de programmation. Chaque image répétée devient comme une graine plantée dans le subconscient. Et tôt ou tard, cette graine germe dans la réalité extérieure. Voilà pourquoi j'affirme que la toile mentale n'est pas une métaphore, mais une pratique. Elle canalise l'énergie mentale, elle structure l'expérience intérieure et elle prépare le terrain pour les exercices plus avancés. Car une fois cette surface stabilisée, il est possible de l'enrichir avec d'autres éléments, la respiration consciente, les décomptes progressifs. Autant de moyens pour plonger encore plus profondément dans l'état alpha. Quand mes élèves s'habituaient à utiliser la toile mentale, je leur proposais une étape supplémentaire. Associer l'image à la respiration. Car la respiration est le pont le plus simple entre le corps et l'esprit. En inspirant, je leur demandais d'imaginer l'image se charger d'énergie. En expirant, cette énergie se fixait sur la toile, comme si elle devenait plus réelle, plus solide. Ce rythme synchronisé créait une sorte de danse intérieure entre le souffle et la pensée. Je me souviens d'un homme d'affaires qui, au départ, se montrait sceptique. « Yoga visualisé, d'accord, disait-il. Ah, mais quel rapport avec respirer ?» Après quelques séances, il vint me voir, étonné. « Ega José, j'ai l'impression que ma respiration et mes images se renforcent mutuellement. Quand je respire profondément, mon image devient vivante. Quand mon image est claire, ma respiration s'apaise mieux. Voilà la clé. Ce lien réciproque amplifie l'efficacité de la technique. La respiration consciente n'est pas seulement une aide, elle agit comme un amplificateur. Elle ralentit naturellement le rythme cardiaque, apaise le système nerveux et ouvre un espace où l'image mentale peut s'imposer avec plus de force. C'est un peu comme tendre une toile de peinture, si elle est lâche, la couleur se disperse. Si elle est tendue, chaque coup de pinceau devient précis. De la même manière, la respiration tend la toile mentale pour la rendre plus réceptive. J'enseignais souvent un exercice simple. Compter de 10 à 1 en respirant lentement, en projetant une image positive sur la toile à chaque expiration. Ce décompte guidé avait un double effet. Il plongeait l'élève dans un état alpha plus profond et il consolidait l'image. À la fin, la personne ouvrait les yeux en disant « Égay, c'est comme si je venais de vivre réellement cette scène. » Ce sentiment de réalité est justement ce qui rend la technique si puissante. Il n'est pas rare que, dès les premières pratiques, les gens sentent une chaleur subtile dans le corps ou une vibration douce. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est simplement le signe que l'énergie suit l'intention. L'esprit, concentré et soutenu par la respiration, déclenche des réactions physiques. Ces manifestations, loin d'être imaginaires, confirment que l'unité corps-esprit est activée. Elles deviennent pour l'élève une preuve tangible que « ah bah ça marche mieux ». Un jour, une mère me raconta qu'elle avait enseigné cette méthode à son fils, anxieux avant de dormir. Ensemble, ils respiraient, ils projetaient une image de tranquillité sur la toile mentale, une plage au coucher du soleil. Le garçon s'endormait plus vite, et ses cauchemars avaient disparu. Cette simplicité partagée entre parents et enfants me rappelait toujours que ces techniques ne sont pas réservées aux adultes, mais appartiennent à l'humanité entière. Avec le temps, j'ai compris que l'association du souffle et de l'image créait une sorte de rituel sacré, accessible à tous sans dogme ni religion. Elle rendait la pratique non seulement efficace, mais aussi belle. Le souffle donnait vie à l'image donnait sens au souffle. Et ensemble, ils ouvraient une porte vers une conscience plus profonde, vers ce que j'appelais la méditation dynamique. Mais je précisais toujours, ce n'est qu'un palier. L'intégration de la respiration et de la visualisation prépare le terrain pour aller plus loin. Car au-delà de l'image et du souffle, il existe un état encore plus profond, une descente progressive dans les niveaux alpha et θ, où l'esprit accède à des ressources insoupçonnées. Lorsque je guidais mes élèves vers des niveaux plus profonds, je leur expliquais que l'état alpha n'était qu'une étape. Derrière lui s'ouvrait une porte vers le niveau θ, un espace encore plus subtil de la conscience. Dans cet état, les ondes cérébrales ralentissent davantage, et la frontière entre veille et sommeil s'efface. C'est là que l'esprit devient extrêmement réceptif, capable de capter des intuitions, des solutions créatives, et même des perceptions au-delà des sens ordinaires. Un souvenir marquant est celui d'une femme qui cherchait désespérément une solution pour son entreprise en difficulté. En alpha, elle visualisait des idées, mais en θ, elle recevait soudain des éclairs d'intuition comme des réponses qui venaient d'une source plus vaste qu'elle-même. Plus tard, elle me dit « Hey, ce n'est pas que j'ai trouvé une idée, c'est comme si l'idée m'avait trouvé, yo !»
Voilà l'expérience typique de Theta, l'impression d'une intelligence supérieure qui se manifeste à travers nous. Je décrivais souvent Theta comme un océan profond. Alpha est la plage où l'on se repose et où l'on observe les vagues. Mais Theta, c'est plonger sous la surface, là où tout est plus calme, plus silencieux, mais aussi plus mystérieux. Dans cet espace, les pensées conscientes se dissolvent, et le subconscient devient un allié actif. C'est là que se trouvent nos souvenirs les plus enfouis, nos programmations intérieures et les possibilités de les transformer. Beaucoup de mes élèves avaient des expériences étonnantes dans cet état. Certains accédaient à des souvenirs d'enfance oubliés. D'autres recevaient des inspirations artistiques fulgurantes. D'autres encore disaient avoir perçu des informations sur des proches, comme une connexion télépathique spontanée. Je leur rappelais toujours de ne pas craindre ces phénomènes, ils ne sont pas surnaturels, mais simplement des facultés naturelles de l'esprit humain, réveillées par l'entraînement. Le niveau Theta est aussi l'espace privilégié de la guérison intérieure. J'ai vu des personnes se libérer de douleurs psychosomatiques, de peurs anciennes ou de blocages émotionnels. Dans ce silence intérieur, le corps reçoit des signaux de régénération et l'âme retrouve une harmonie oubliée. C'est pourquoi je disais que Theta est un état où la transformation ne se fait pas par effort, mais par ouverture, on laisse la nature profonde agir. Bien sûr, entrer en Theta demande plus de pratique que d'atteindre Alpha. Il faut une discipline douce, régulière, faite de visualisation, de respiration, de décompte. Mais quand mes élèves me disaient « Ike, Yose », je n'arrive pas à aller plus bas chez eux, je leur rappelais que ce n'était pas une chute volontaire. C'est un lâcher-prise. Plus on force, plus on reste en surface. Plus on se détend, plus on plonge naturellement. Un élève me dit un jour « Ega en Theta, j'ai senti que je n'étais plus limité à mon corps, comme si j'étais relié à quelque chose de plus grand qu'eux. » Ce genre d'expérience peut sembler mystique, mais je l'expliquais simplement, c'est le cerveau qui, en ralentissant, ouvre l'accès à une dimension plus large de la réalité. Nous ne faisons que redécouvrir un potentiel que nous avons toujours eu. Theta est une porte vers cette vastitude intérieure. Et lorsque mes élèves commençaient à explorer ces profondeurs, je leur disais toujours « Ake, ce n'est pas une fin, c'est une préparation UE. » Car au-delà de Theta, une pratique encore plus raffinée nous attend. La capacité de programmer consciemment l'esprit, de planter des instructions dans le subconscient, comme des graines destinées à fleurir dans la vie réelle. Lorsque je parlais de AB programmer l'esprit, certains s'imaginaient des machines ou des formules compliquées. Mais en réalité, il s'agit d'un processus simple et naturel, planter des idées dans le subconscient, comme on plante des graines dans un jardin. Tout commence par une image claire, projetée sur la toile mentale, accompagnée d'une émotion forte. L'esprit subconscient ne comprend pas les mots secs, mais il répond aux images et aux sentiments. C'est là que réside la clé de la programmation. Je me rappelle d'un étudiant qui voulait arrêter de fumer. Plutôt que de répéter « Aga, je ne fume plus », je lui ai proposé d'imaginer sa vie comme s'il avait déjà réussi. Sur sa toile, il se voyait respirer librement, courir sans essoufflement, sentir ses vêtements frais. Plus il nourrissait cette scène de détails sensoriels, plus son subconscient enregistrait la nouvelle réalité. Quelques semaines plus tard, il me dit « Ake, le désir de fumer a disparu, comme s'il n'avait jamais existé, you. » Cette méthode repose sur un principe universel. L'esprit subconscient ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pourquoi répéter des images positives, soutenues par des émotions, finit par modifier les comportements, les croyances et même les résultats concrets. C'est comme si l'esprit disait « Aika, si je l'ai vécu en moi, alors je peux le vivre dehors, yo. » Pour renforcer la programmation, j'enseignais aussi l'usage des affirmations. Mais pas des phrases froides et mécaniques. Je demandais à mes élèves de les prononcer comme s'ils racontaient une vérité déjà accomplie, avec conviction et chaleur. Ok, je suis calme, ega, je réussis, ok, je guéris, devenaient des déclarations vivantes, inscrites dans la toile mentale. L'image et la parole se complétaient, comme deux ailes d'un même oiseau. Un exemple frappant fut celui d'une mère qui voulait améliorer sa relation avec sa fille adolescente. Au lieu de se concentrer sur leur conflit, elle programmait son esprit avec des images de complicité, de dialogue serein, de rire partagé. Progressivement, son attitude changea, et la relation aussi. Le subconscient, nourri de ces images, guidait ses réactions réelles vers plus d'harmonie. Ce n'était pas de la magie, mais une rééducation intérieure. Certains élèves me demandaient
Et combien de temps faut-il pour que la programmation fonctionne? Oh. Je leur répondais que c'est comme cultiver un jardin. Une graine peut germer vite ou lentement, selon le terrain, la saison, la régularité de l'arrosage. Mais ce qui est certain, c'est que si vous plantez chaque jour des images positives, tôt ou tard, elles prendront racine. La constance est plus puissante que la précipitation. Je précisais aussi que la programmation mentale ne doit pas être utilisée pour manipuler les autres ou imposer des désirs égoïstes. Le subconscient est un terrain fertile, mais il réagit mieux aux intentions alignées avec le bien-être et l'équilibre. Lorsqu'on plante des images de guérison, de paix, de réussite constructive, l'univers semble conspirer pour les réaliser. C'est une loi naturelle. Ce que nous nourrissons en nous finit par se refléter autour de nous. Et quand mes élèves commençaient à voir les résultats de leur propre programmation, je les encourageais. Et vous avez franchi une étape essentielle. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà de l'entraînement individuel, il existe une dimension encore plus vaste, l'usage collectif de l'esprit, lorsque plusieurs consciences s'unissent pour créer ensemble une nouvelle réalité. Quand j'abordais l'idée de l'esprit collectif, beaucoup de mes élèves ouvraient de grands yeux. Ils pensaient que mes enseignements concernaient seulement l'individu, son calme, sa réussite, sa guérison. Mais je leur expliquais que la conscience ne s'arrête pas aux frontières personnelles. Chaque pensée émise est comme une onde qui se propage et entre en résonance avec les autres. Ainsi, plusieurs esprits focalisés sur une même intention créent une force décuplée, plus puissante que la somme de leurs volontés individuelles. Je me souviens d'un groupe de praticiens qui se réunissaient régulièrement pour projeter des images de paix et de santé sur un proche malade. Aucun d'eux n'était médecin, mais tous partageaient la conviction que l'énergie mentale pouvait soutenir le processus de guérison. Après quelques semaines, la personne rapporta une amélioration notable, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Elle disait « Hey, wow, je sens comme si plusieurs cœurs m'entouraient. Hey !» C'est cela, l'effet du collectif. Je comparais souvent ce phénomène à une chorale. Une voix seule peut être belle, mais fragile. Quand des dizaines de voix chantent à l'unisson, l'effet devient bouleversant, capable de remplir tout un espace. L'esprit collectif fonctionne de la même manière, il amplifie, il harmonise, il porte plus loin que ce qu'un seul individu pourrait accomplir. Chaque pensée devient une note, et ensemble, elles composent une symphonie d'énergie créatrice. Un exemple marquant fut celui d'un séminaire où des centaines de personnes visualisaient simultanément un futur positif pour leur vie et pour leur communauté. L'atmosphère changea radicalement. Certains pleuraient de joie, d'autres ressentaient une énergie électrique parcourir la salle. Beaucoup me dirent ensuite que leur motivation avait été multipliée, comme si une force invisible les poussait à agir. Voilà le pouvoir du collectif, transformer l'élan intérieur en mouvement partagé. Mais je mettais en garde, cette force n'est pas neutre. Elle peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. L'histoire de l'humanité est pleine d'exemples où des foules, manipulées par des idées négatives, ont créé destruction et chaos. C'est pourquoi j'enseignais que la responsabilité éthique est fondamentale. Plus le groupe est grand, plus l'intention doit être claire, alignée sur des valeurs de paix, de vérité, de bien-être. Dans mes cours, je proposais des exercices simples de visualisation collective. Chacun projetait une image de lumière enveloppant la Terre ou de paix se répandant dans un pays en guerre. Même si certains doutaient de l'impact global, tous reconnaissaient que l'expérience transformait d'abord leur propre cœur. Car en voulant répandre la paix, ils devenaient eux-mêmes plus paisibles. Et c'est déjà une victoire. Je disais souvent, et puis si vous voulez changer le monde, commencez par unir vos esprits, eux. Une intention partagée devient une semence collective qui, tôt ou tard, porte ses fruits. L'esprit individuel trouve alors sa véritable mission. Contribuer à quelque chose de plus grand que lui, participer à la transformation de la conscience humaine dans son ensemble. Et quand j'achevais cet enseignement, j'ajoutais toujours, AKB, vous avez découvert comment le regard, la toile mentale, la respiration, la descente en θ et la programmation façonnent l'individu. Mais souvenez-vous, tout cela n'est qu'un prélude. Le véritable voyage de la conscience commence quand nous comprenons que nous sommes à la fois créateurs individuels et co-créateurs collectifs d'une réalité nouvelle. Maintenant que vous avez entrevu la puissance de votre esprit, la vraie question n'est plus « Oh ouais, est-ce que cela fonctionne ?» Yo, mais yoga, qu'allez-vous en faire? Car le savoir sans action reste stérile. Votre regard, vos images, votre souffle et vos pensées sont des leviers qui n'attendent qu'un geste pour transformer votre réalité. Mais oserez-vous franchir le seuil?
Je vous laisse avec cette provocation douce. Chaque jour où vous ignorez votre pouvoir intérieur, vous laissez quelqu'un d'autre écrire votre histoire. Le moment est venu de reprendre la plume. La décision vous appartient. Continuerez-vous à subir les scénarios imposés, ou choisirez-vous de programmer consciemment la vie que vous méritez? L'esprit collectif attend votre contribution, et l'univers n'attend qu'un signe.